La règle européenne tient toujours 0 g de CO2 au pot d'échappement en 2035 pour les voitures neuves, point final. Ce qu'on appelle le report n'est qu'un storytelling politique, une bataille de communication où l'industrie automobile européenne tente d'arracher quelques années de survie supplémentaires, parce que l'utopie électrique est en train de se fracasser sur le mur du réel. Et ce réel, il a un nom, l'échec complet de la transition forcée vers la voiture à pile. Prix délirant, infrastructure fantôme, dépendance chinoise totale et consommateurs qui fuient en masse vers l'occasion thermique. Mais alors, d'où vient cette confusion sur le report de 2035 ? Et surtout, qu'est-ce que ça change concrètement pour votre portefeuille et votre liberté de rouler ? La réponse va vous surprendre, parce que derrière cette bataille technocratique se cache une vérité bien plus brutale sur l'avenir de l'automobile en Europe. Commençons par démêler le vrai du faux dans cette histoire de report. Juridiquement, la réglementation européenne n'a pas bougé. Les constructeurs devront atteindre 0 émission de CO2 à l'échappement d'ici 2035. Une règle inscrite dans le marbre bruxellois depuis 2022 qui prévoit une clause de revoyure en 2026 où la Commission réévaluera le dispositif. Mais réévaluer ne signifie pas annuler. L'Union européenne a certes ouvert une première brèche avec l'exception e-fuels, ces carburants de synthèse ultra coûteux qui permettront théoriquement de faire rouler quelques thermiques post-2035. Cette exception, arrachée de haute lutte par l'Allemagne pour sauver Porsche, reste anecdotique. Les e-fuels coûteront 3 à 4 fois plus cher que l'essence classique. Autant dire que seuls les propriétaires de 911 pourront se les offrir. Cette clause de revoyure de 2026 constitue le véritable enjeu de cette bataille communicationnelle, car c'est à cette échéance que la Commission européenne devra présenter un rapport détaillé sur l'évolution du marché automobile, l'état de la chaîne d'approvisionnement en matières premières critiques, l'impact sur l'emploi industriel européen et surtout la faisabilité technique et économique de l'objectif 2035. Mais cette clause de revoyure ne constitue nullement une promesse de report automatique. Elle offre simplement une fenêtre politique pour d'éventuels ajustements dans un contexte où Bruxelles devra arbitrer entre son dogme idéologique et l'horreur économique européenne. Et connaissant la capacité d'entêtement de la technocratie bruxelloise, il ne faut pas compter sur un retournement de veste facile. D'ailleurs, observez attentivement le vocabulaire utilisé par les instances européennes. On ne parle jamais de report, mais d'ajustement possible, de flexibilité technique, ou encore d'approche pragmatique. Cette sémantique révèle une stratégie claire, maintenir le cap officiel tout en se ménageant des portes de sortie discrètes si la situation devenait vraiment intenable. Alors pourquoi ce matraquage médiatique sur le report ? Parce que l'industrie automobile européenne est en panique totale. Les constructeurs découvrent l'ampleur du gouffre financier qui les attend. Prenons Volkswagen. Le géant allemand prévoit de fermer 3 usines et de supprimer 15 000 emplois. Ces fermetures d'usines Volkswagen ne sont pas un épiphénomène, mais le symptôme d'une industrie en pleine restructuration forcée. L'usine historique de Wolfsburg, symbole de la puissance industrielle allemande, pourrait perdre 30% de ses effectifs d'ici 2028. Une métamorphose industrielle d'une violence inouïe, pilotée depuis Bruxelles par des bureaucrates qui n'ont jamais assemblé un moteur de leur vie. Chez Stellantis, la situation frôle la catastrophe industrielle. Les usines françaises de Poissy, Sochaux et Mulhouse tournent au ralenti, faute de commandes suffisantes sur les modèles électriques. L'usine de Trémery, spécialisée dans les boîtes de vitesses automatiques, voit son activité s'effondrer puisque les électriques n'en ont pas besoin. Bilan, 15 000 familles jetées au chômage pour satisfaire les fantasmes de bureaucrates qui n'ont jamais mis les pieds dans une usine. Ces constructeurs réalisent qu'ils ont été piégés par leurs propres promesses électriques et par l'aveuglement idéologique de Bruxelles. Ils ont investi des centaines de milliards dans des plateformes électriques que personne ne veut acheter au prix réel, sans les béquilles fiscales. L'ironie de la situation atteint des sommets quand on découvre que certains constructeurs européens importent massivement des électriques chinoises pour respecter leur quota CO2. Stellantis revend des Leapmotor chinoises rebadgées sous ses marques européennes. Renault s'associe avec Geely pour produire des citadines électriques en Chine. Au final, l'Europe s'appauvrit industriellement tout en important de la pollution délocalisée. Cette stratégie d'importation révèle l'absurdité complète du système. Le problème fondamental n'a pas changé d'1 millimètre.
La voiture électrique reste structurellement plus chère à produire qu'un thermique équivalent. Une batterie de 60 kWh coûte encore 8 000 à 12 000 euros à fabriquer, sans compter l'électronique de puissance, les systèmes de refroidissement complexes. Face à un moteur thermique moderne qui coûte 2 000 à 3 000 euros en série, cette équation économique impitoyable explique pourquoi Tesla, pourtant leader mondial de l'électrique, peine à dégager des marges décentes, malgré des prix premium. Chaque baisse de prix Tesla se traduit par des pertes sèches, compensées uniquement par les crédits carbone revendus aux autres constructeurs et les subventions publiques mondiales. Pire encore, cette structure de coûts ne s'améliore pas aussi vite. Malgré les effets d'échelle et les progrès technologiques, le coût des batteries stagne depuis 2022, plombé par l'inflation des matières premières critiques. Le lithium, le nickel, le cobalt voient leur cours exploser sous l'effet de la demande mondiale. La réalité concrète ? Une Peugeot E208 facturait 33 000 euros face à sa sœur essence à 18 000 euros. Même avec 5 000 euros de bonus écologique, le surcoût reste rédhibitoire pour les classes moyennes. Cette distorsion tarifaire crée une segmentation sociale de facto. Les électriques pour les catégories supérieures et les flottes d'entreprises bénéficiant d'avantages fiscaux, le thermique d'occasion pour les classes populaires et moyennes. Une fracture automobile qui reflète parfaitement l'hypocrisie de cette transition soi-disant démocratique. Cette fracture sociale explosive commence à inquiéter sérieusement les politiques européens. En France, les sondages montrent un rejet massif de la transition électrique forcée chez les classes moyennes, parce que le marché de l'occasion électrique s'effondre plus vite qu'une Tesla en panne de batterie par moins 10 degrés. Une Model S de 2015, qui valait 90 000 euros neuve, se bradait 35 000 euros avant la crise énergétique. Aujourd'hui, difficile d'en tirer 25 000 euros. Et encore, si vous trouvez un acheteur assez naïf pour parier sur une batterie de 8 ans sans garantie constructeur. Les chiffres de l'occasion électrique donnent le vertige. Une BMW i3 de 2017, payée 38 000 euros neuve avec les aides, se négocie péniblement 12 000 euros sur le marché. Une Renault Zoé de première génération, vendue 25 000 euros en 2015, vaut aujourd'hui moins qu'une Clio diesel de même âge. Cette chute vertigineuse des valeurs résiduelles révèle que le marché a parfaitement intégré les risques. Les concessionnaires rechignent à reprendre des électriques d'occasion, faute d'expertise technique sur les batteries et d'incertitude sur leur état réel. Cette débâcle de l'occasion électrique a des conséquences dramatiques pour les particuliers qui ont cru aux promesses de la transition. Des milliers d'acquéreurs découvrent que leur voiture écologique a perdu 60 à 70% de sa valeur en 5 ans, contre 40 à 50% pour un thermique équivalent. Cette chute libre des valeurs résiduelles électriques révèle une vérité que les ayatollahs du tout batterie refusent d'admettre. Le marché intègre désormais le risque technologique. Les acheteurs d'occasion savent qu'une batterie en fin de vie coûte entre 15 000 et 25 000 euros à remplacer. Ils découvrent que les mises à jour logicielles peuvent transformer votre voiture en brique numérique du jour au lendemain. L'obsolescence programmée prend une dimension inédite. Que fait un bon vieux diesel de 2010 avec 200 000 km ? Il roule, il consomme ses 5,5 litres au 100, fait 1000 bornes d'autonomie, se répare chez n'importe quel garagiste avec des pièces disponibles et conserve une valeur résiduelle prévisible. Cette robustesse du thermique ancien explique l'engouement croissant pour les véhicules pré-normes Euro 6. Les garagistes indépendants témoignent de cette évolution. Ils voient affluer des clients fuyant la complexité des véhicules récents pour revenir vers des mécaniques maîtrisables. Face à une Clio 5 électronique au possible, beaucoup préfèrent conserver leur Clio 3 thermique, plus simple et infiniment moins cher à entretenir. Car derrière cette guerre des prix se cache un enjeu géopolitique majeur. L'Europe est en train de brader sa souveraineté industrielle automobile au profit de l'Asie. Chaque voiture électrique vendue en Europe enrichit massivement la Chine, qui contrôle 80% de la production mondiale de batteries lithium-ion. Pendant que l'Europe se perdait en réglementation bureaucratique, la Chine investissait massivement dans les technologies critiques de demain. Bilan, Pékin peut aujourd'hui couper l'approvisionnement européen en batteries d'un claquement de doigts, paralyser notre industrie automobile et faire chanter nos gouvernements. Les conséquences concrètes de cette dépendance commencent déjà à se manifester. Les délais de livraison des batteries s'allongent, les prix augmentent selon le bon vouloir chinois et certaines technologies critiques restent inaccessibles aux Européens. CATL, le géant chinois des batteries, impose ces conditions aux constructeurs européens, qui n'ont plus d'alternative crédible. Dans les faits, cela signifie que nous remplaçons notre dépendance au pétrole du Moyen-Orient par une dépendance totale aux batteries chinoises.
Cette hémorragie de valeur ajoutée explique pourquoi l'Allemagne commence à paniquer. Le modèle industriel germanique, basé sur l'excellence mécanique et l'intégration verticale, s'effrite face à la logique d'assemblage électrique. BMW, Mercedes, Audi se transforment progressivement en intégrateurs de composants asiatiques. Silence radio des écologistes. Aucune analyse du bilan carbone réel d'une batterie produite avec de l'électricité chinoise au charbon. Cette hypocrisie environnementale atteint des sommets quand on découvre que l'électricité chinoise reste à 70% d'origine fossile, principalement charbon. Chaque Tesla Model 3 assemblé à Shanghai génère donc plus de CO2 lors de sa fabrication qu'une Clio diesel produite en France avec notre mix électrique décarboné. Le bilan carbone réel d'une voiture électrique made in China donne le vertige. 15 à 20 tonnes de CO2 émises lors de la fabrication, contre 6 à 8 tonnes pour un thermique européen équivalent. Il faut donc rouler plus de 150 000 km en électrique pour compenser le surcoût carbone initial. L'infrastructure de recharge révèle d'ailleurs toutes les contradictions de la transition électrique forcée. Les bornes rapides, seules utilisables pour les longs trajets, coûtent 0,40 à 0,60 € le kilowattheure, soit l'équivalent de 1,50 à 2 € le litre d'essence. Face à des bornes domestiques à 0,20 € le kilowattheure, la différence tarifaire crée une inégalité territoriale et sociale majeure. La fiabilité catastrophique du réseau de recharge achève de décourager les utilisateurs occasionnels. Les enquêtes de satisfaction révèlent qu'une borne sur 4 est hors service à un moment donné, qu'une sur 3 souffre de dysfonctionnements récurrents. Une Renault Zoé qui affiche 400 km d'autonomie WLTP vous en donnera 250 en usage réel, avec la hantise permanente de la panne sèche. Face à une Clio diesel qui fait facilement 900 km d'autonomie par tous les temps, avec un plein en 3 minutes dans n'importe quelle station-service, cette différence d'autonomie réelle constitue le talon d'Achille fatal de l'électrique pour une majorité d'usagers. En conditions hivernales réelles, l'autonomie chute de 30 à 50% selon les modèles. Cette faible autonomie hivernale pose des questions de sécurité majeures que les autorités préfèrent ignorer. Combien d'automobilistes se retrouveront en panne sur l'autoroute ? Par grand froid, avec des enfants à bord, parce que leur électrique n'aura pas tenu ses promesses d'autonomie. Une régression comportementale qui transforme la voiture, symbole de liberté, en source de stress constant. Cette contrainte psychologique explique pourquoi les ventes d'électriques plafonnent dès qu'on retire les subventions. L'Allemagne a réduit ses aides. Immatriculations électriques se sont effondrées de 50% en quelques mois. La Norvège, souvent citée en exemple, découvre que son parc électrique vieillit mal et que les coûts de maintenance explosent. L'exemple norvégien mérite qu'on s'y attarde, car il révèle les limites du modèle électrique, même dans les conditions les plus favorables. Malgré des avantages fiscaux pharaoniques, le marché électrique norvégien stagne depuis 2023. Les premiers acquéreurs découvrent les coûts cachés. Remplacement de batteries hors garantie, électronique défaillante par grand froid. Le cas norvégien révèle également un phénomène inquiétant, la saturation du réseau électrique national. Avec 90% de véhicules électriques dans certaines régions, la Norvège découvre que son infrastructure ne peut pas supporter une électrification massive sans investissements colossaux. Le réseau électrique européen peut-il supporter 200 millions de véhicules électriques supplémentaires ? Les calculs de RTE en France montrent qu'il faudrait construire l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires supplémentaires pour électrifier totalement le parc automobile. Cette équation énergétique impossible révèle une contradiction majeure de la politique européenne. Comment électrifier massivement les transports tout en fermant les centrales nucléaires et en limitant les énergies fossiles ? L'Allemagne découvre déjà cette quadrature du cercle avec sa sortie du nucléaire compensée par le charbon et le gaz russe. L'hiver 2024 a d'ailleurs donné un avant-goût de cette crise énergétique à venir. Les pics de consommation électrique, amplifiés par les pompes à chaleur et les véhicules électriques, ont contraint plusieurs pays européens à rallumer leurs centrales au charbon. Plus on électrifie, plus on pollue. Cette contradiction énergétique explique pourquoi certains industriels commencent à développer en secret des alternatives au tout électrique. Toyota mise sur l'hydrogène, Mazda optimise ses moteurs à essence, Porsche investit massivement dans les e-fuels. Ces constructeurs parient sur l'effondrement prochain du dogme électrique
et prépare déjà l'après 2035. Car l'échéance de 2035 approche à grands pas et l'industrie européenne découvre chaque jour un peu plus l'ampleur du piège qui l'attend. Entre les amendes qui saignent les comptes, les consommateurs qui boudent l'électrique et la concurrence chinoise qui écrase tout, l'automobile européenne vit ses derniers moments de gloire avant la grande restructuration. Cette restructuration sera douloureuse. Fermeture d'usines, suppression d'emplois massive, délocalisation de la valeur ajoutée vers l'Asie. Mais elle sera inéluctable tant que Bruxelles maintiendra ses objectifs déconnectés de l'économie réelle. Car en face, Chine se frotte les mains. Chaque jour de maintien du dogme électrique européen est un jour de plus pour consolider sa domination sur l'automobile de demain. Alors, report ou pas report de 2035 ? Juridiquement, rien n'a bougé. Politiquement, tout peut arriver d'ici 2026. Mais économiquement, le mal est déjà fait. L'industrie automobile européenne entame sa lente agonie, victime de l'aveuglement idéologique de ses propres dirigeants. Une leçon d'économie politique qui coûtera des centaines de milliards d'euros aux contribuables européens et des millions d'emplois aux classes moyennes. Voilà le vrai prix de l'utopie électrique bruxelloise.